François Fillon, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous avez regardé François Hollande hier? Bien sûr. Sur BFM TV et sur RMC. Alors, je n'ai rien à perdre, disait le président de la République hier. Je demande à être jugé à la fin. Et il répétait, si j'échoue sur le chômage, je ne serai pas candidat en 2017. Vous pensez qu'il échouera? S'il ne change pas de politique, oui. J'avais, pendant la campagne électorale de 2012, mis en garde les Français contre le choix de François Hollande en disant la politique qu'il propose, les propos qu'il tient sur la situation économique du pays conduiront à un échec. Je trouve que c'est pire que ce que j'avais imaginé. En juillet 2012, je lui avais dit dans une interpellation « Devenez le chef de l'État ». Franchement, en le regardant hier sur votre plateau, j'avais l'impression qu'il n'était toujours pas devenu le chef de l'État. Et pourquoi? Qu'est-ce qui lui manquait? Il a fait hier d'abord appel à beaucoup de bluffs et beaucoup d'illusions. Le retournement de la situation économique, c'est comme la baisse de la courbe du chômage, c'est comme le changement c'est maintenant. Pas mal de petits mensonges. Mensonges sur la croissance, expliquant qu'il n'y avait pas eu de croissance dans la période récente, et ça conditionne d'ailleurs tout ce qui se passe aujourd'hui au fond. Il y a eu une crise économique grave. Il y a eu peu de croissance. Il y a eu peu de croissance lorsque vous étiez Premier ministre. Écoutez bien, souvenez-vous, je suis sûr que vous avez une grande mémoire. Oui, j'ai une grande mémoire. 2008, on a la crise financière. Toutes les économies occidentales s'effondrent. Nous, on est à 0,1% de croissance, légèrement au-dessus des autres. 2009, on est au cœur de la crise. On fait moins 3,1% de croissance. Les Allemands font moins 5, les Anglais font moins 4. 2010, on est à 1,7% de croissance. Et parce qu'en 2011, parce qu'on fait un plan de relance. Et parce qu'en 2009, la croissance était très basse. Bien sûr. Oui. Et parce qu'on fait un plan de relance. Plan de relance qui est une des causes de l'augmentation de l'endettement de notre pays. Oui. Mais plan de relance qui, je le rappelle, à l'époque était jugé totalement insuffisant par François Hollande et par ses amis. 2011, on fait 2% de croissance. Et en réalité, on est en train de remettre en marche, à mon goût, trop lentement, et pas avec assez de force, mais on est en train de le faire, l'économie française. Et pourquoi pas avec assez de force? Pas assez de force parce que ma conviction profonde, c'est que on n'est pas dans une crise passagère, on est depuis 30 ans sur une phase de déclin de l'économie française et plus généralement de l'économie européenne face à la montée, notamment du continent asiatique. Et depuis 30 ans, on s'évertue en France à faire des changements, j'ai envie de dire, diplomatiques, cosmétiques. On ne change pas la durée du travail, mais on c'est ce que dit François Hollande, il dit on va accélérer, il faut accélérer. Vous aussi, vous dites la même chose, il faut accélérer. Non, moi je dis qu'il faut un choc maintenant. Il faut un choc. Il faut revenir sur le temps de travail, redonner la possibilité aux entreprises de négocier le temps de travail, passer l'ensemble de la fonction publique à 39 heures, en réduisant les effectifs pour diminuer la dépense publique. Il faut baisser les charges sociales de façon significative, pas avec des artifices et des négociations sur des contreparties, mais avec un seul objectif, c'est de faire la même chose que les Allemands, puisque ce sont nos concurrents et sont nos partenaires en Europe. Il faut mettre en place la dégressivité de l'indemnisation du chômage. Il faut rendre obligatoire la formation professionnelle pour les chômeurs de longue durée. Ça, si vous faites tout ça en même temps, vous avez un choc. Vous avez un choc qui provoque un retour de confiance de la part des investisseurs en France et à l'extérieur. Donc vous n'avez pas voté les dernières mesures annoncées, présentées par le Premier ministre, parce que c'est insuffisant, si je comprends bien. Le plan d'économie de 50 milliards d'euros, par exemple, vous paraît... Le plan d'économie de 50 milliards d'euros, c'est à peu près la moitié de ce qu'il faut faire. De ce qu'il faut faire compte tenu des dépenses supplémentaires. Oui, Jean-François Copé parle de 120, 130 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui a augmenté les dépenses pendant 2 ans. Je vous rappelle quand même que, en arrivant, et d'ailleurs vous l'avez vous-même rappelé au président de la République, il y avait une mesure de baisse des charges sociales compensée par une augmentation de la TVA, abrogée. Il y avait la défiscalisation des heures supplémentaires, abrogée. Toutes les mesures que nous avions mises en œuvre pour faire redémarrer l'économie ont été supprimées. Elles ont été remplacées par quoi? Une augmentation d'impôts. 2 ans après, le gouvernement se rend compte que l'augmentation d'impôts, ça tue l'économie et cherche à revenir en arrière. Mais si vous voulez, la situation, elle s'est dégradée. Elle s'est dégradée. C'est trop tard. Donc c'est trop tard, ou alors il faut faire plus. Les 50 milliards, ça correspond à quoi? C'est comme une sorte de chiffre magique qui est agité par tout le monde. Aucun commentateur ne se pose la question de savoir à quoi ça correspond. François Hollande parlait de 50 milliards en décembre. Depuis décembre, il a ajouté des dépenses supplémentaires.
Il a annoncé des baisses d'impôts et on est toujours à 50 milliards d'économies. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus que cela. Comment fait-on 120 ou 130 milliards d'euros d'économies? Alors, c'est évidemment difficile. Moi, je défends l'idée qu'il faut faire 20 milliards d'économies pendant 5 ans, tous les ans. Et ça correspond à une baisse de la dépense publique de 8 à 9%, et ensuite, il faut stabiliser la situation. Comment on fait? On réduit les effectifs de la fonction publique. On ne peut pas éviter la réduction des effectifs des 3 fonctions publiques. Des 3 fonctions publiques. Oui, parce que sinon, il se passe ce que nous avons connu. Ça veut dire moins de policiers, moins d'infirmières, moins d'enseignants. Ça veut dire qu'on ne remplace pas les départs à la retraite, et ça veut dire qu'on augmente le temps de travail. On augmente le temps de travail, en augmentant d'ailleurs les rémunérations, pas de manière exactement équivalente, parce qu'il faut qu'il y ait un vrai gain de compétitivité pour tout le monde, mais si vous voulez que les fonctionnaires aient un avenir et une perspective et une carrière, vous pouvez pas leur dire vos rémunérations vont être gelées pendant 10 ans. Donc il faut augmenter un peu les rémunérations et demander aux fonctionnaires de travailler plus. Et en travaillant plus, on compense une partie des départs en retraite. Mais on compense pas tout. Il faut aussi supprimer des fonctions, alléger le poids de l'État sur l'économie, réduire le nombre de collectivités locales. Alors, je vais y venir. Et rationaliser l'organisation de l'État et des pouvoirs publics. Donc lorsque le président de la République dit les résultats de notre politique viendront, vous ne le croyez pas? Je voudrais bien le croire, parce qu'au fond, c'est mon pays, et puis j'ai envie qu'il se redresse. Simplement, ce que je constate, c'est que pendant 2 ans, il ne fait rien, ou il fait le contraire de ce qu'il faudrait faire, et maintenant qu'il ne reste plus que 3 ans, il annonce des mesures qui, de mon point de vue, sont insuffisantes ou qui sont des leurs. La mesure sur la disparition des départements, on est dans le désordre le plus total. Moi, je suis pour. On avait d'ailleurs voté un texte qui permettait d'avoir les mêmes élus, avec cette idée qu'on faisait fusionner les départements et les régions. Mais enfin, je voudrais quand même vous rappeler, ce texte abrogé en juillet 2012. En janvier, le président Hollande est en Corrèze et il explique que jamais les départements ne disparaîtront. Il y a 15 jours, Monsieur Valls est devant l'Assemblée nationale, il fait son discours de politique générale, il dit les départements c'est pour 2021. Hier sur votre plateau, les régions. Non, les départements. Il dit les régions, c'est tout de suite, c'est maintenant et en 2016 au plus tard. Et les départements c'est en 2021. Hier, 15 jours après, le président de la République il vient sur votre plateau et il dit non, finalement les départements c'est maintenant. Ça donne un sentiment de désordre total. Et les régions pour 2016. Ça donne un sentiment de désordre total. Et tout l'objectif de cette histoire, c'est de fixer l'attention des politiques et du débat politique sur un sujet qui permet de ne pas parler du reste, c'est-à-dire du chômage et de l'économie, et surtout, le plus important, ça permet de repousser d'1 an les élections régionales. C'est ce qu'il a dit hier. C'est-à-dire, ça permet de repousser d'1 an la sanction qui est attendue par la gauche et par les socialistes. Pour vous, c'est une manœuvre purement politique. Bien sûr, et d'ailleurs, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire à François Hollande aujourd'hui, ce matin, inscrivons dans la Constitution la durée des mandats. Enfin, quel est ce pays démocratique dans le monde qui se permet d'allonger la durée des mandats de ses élus? Ça n'existe nulle part ailleurs. Vous pensez qu'en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, on augmente la durée des mandats des élus? Jamais. Une élection, c'est un contrat. Vous avez des électeurs qui ont choisi quelqu'un pour 4 ans ou pour 5 ans. On peut pas. Alors on va avoir des conseillers généraux qui vont siéger 2 ans de plus que le mandat qui leur a été donné. Mais il y a que dans des pays totalitaires qu'on voit des affaires pareilles. Oui. Donc 2016, élections cantonales et régionales, avec un nouveau découpage territorial, 11 régions. Alors ça, c'est un autre sujet, Monsieur Bourdin, parce que moi, je suis pour la fusion des départements et des régions. Je suis pas pour une diminution drastique du nombre des régions. Pourquoi? Parce que je suis attaché quand même à un État central fort. Et je n'aime pas du tout l'idée que demain, il y aura 10 présidents de région d'une puissance considérable, parce que il y aura plus de départements, il y aura 10 présidents de région extrêmement puissants. Fédération à l'allemande, quoi. Et on va, en tout cas, c'est un choix politique
qui doit être clairement énoncé devant les Français, parce qu'il nous conduit à quelque chose qui ressemble à une sorte de fédéralisme à l'allemande, même si ça n'est pas, je ne le nie pas, le projet actuel du président. Donc moi je suis pour quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus radical. Fusionnons les départements et les régions. S'il y a des régions qui doivent, parce qu'elles sont trop petites, fusionner, si l'Auvergne et le Limousin veulent fusionner, c'est très bien. Si les deux Normandies veulent fusionner, c'est parfait. Mais se fixer comme ça, comme objectif d'avoir 10 ou 11 régions, c'est, me semble-t-il, une mauvaise... En tout cas, c'est un changement politique qui n'a pas été correctement présenté aux Français. Sur le report des cantonales et régionales, Jean-François Copé dit il faut un référendum. Vous êtes d'accord? C'est pas sur le report, c'est sur le nouveau découpage. Sur le nouveau découpage, sur les deux. Il a raison. Vous avez un gouvernement, un président de la République qui a 18% dans les sondages. Le report fait suite au nouveau découpage. Mais le report n'est absolument pas nécessaire. On doit respecter les échéances. S'il doit y avoir 2 élections de suite, il y aura 2 élections de suite. Mais enfin, c'est un problème c'est fondamental. Vous imaginez, et si demain le Parlement décidait de reporter le changement le vote aux élections législatives, ça n'a aucun sens. L'idée par contre d'un référendum pour faire valider par le peuple français un nouveau découpage territorial, je pense que c'est une bonne idée, c'est une idée que j'ai déjà énoncée. Moi, le projet que je défends, c'est au lendemain de l'élection présidentielle, dans la foulée de l'élection présidentielle, un référendum sur la fusion des départements et des régions, sur le rapprochement des communes et des communautés de communes, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect qui est très très important, et sur la diminution du nombre de parlementaires. Et je pense que ce sont des questions qui ne peuvent être tranchées que par le peuple français. La réforme des rythmes scolaires, à l'instant je viens d'apprendre, c'est une information que vient de donner Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale, l'aide de l'État aux communes sera prolongée d'1 an. C'est le désordre total, franchement. On a une école qui est en situation d'échec. Pas depuis l'arrivée de la gauche, depuis déjà longtemps. Tous les classements internationaux montrent qu'on perd du terrain. On a de plus en plus d'enfants qui ne maîtrisent pas simplement la langue française. Et on nous avait annoncé une refondation de l'école. Qu'est-ce qu'on a à la place de la refondation de l'école? On a ce que votre auditrice hier a posé comme question au président de la République, un réaménagement des rythmes scolaires avec des activités périscolaires dont certaines sont franchement risibles et ne correspondent en rien à l'urgence de la situation. Donc là aussi, laissons de la liberté aux établissements scolaires, laissons de la liberté aux territoires. Pourquoi est-ce qu'il faut que dans tous les territoires de la République, les rythmes scolaires soient les mêmes? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance aux enseignants et aux parents pour organiser le temps scolaire dans des règles qui soient naturellement des règles générales? Et M. Hamon, au lieu de résister en reculant jour après jour sur cette réforme, il ferait mieux de venir demain chez vous et d'annoncer qu'il renonce à tout ça et qu'il donne de la liberté aux communes. Des rythmes scolaires à la carte. Oui, à la carte. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas la même en milieu rural et en milieu urbain. Parce que la ville de Paris est riche et qu'elle est capable de proposer aux enfants à la sortie de l'école des activités de haut niveau qu'une commune rurale est incapable de proposer. Et donc vouloir partout imposer la même règle, c'est une vieille tradition française au nom de l'égalité, mais qui débouche en réalité sur des inégalités profondes. L'Europe. François Fillon, l'Europe. Je ne comprends pas très bien quelle est la position de l'UMP. Est-ce que vous pouvez la résumer? On a toujours été assez divisé sur cette question, comme vous le savez, parce que l'UMP, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui viennent du centre droit et d'autres qui viennent de la droite souverainiste. Moi, ma position, qui est d'ailleurs aujourd'hui la même que celle de ma formation politique, j'ai pas de difficulté avec le projet qui est défendu, elle est simple. L'Europe a plein de défauts, c'est incontestable. Les institutions européennes fonctionnent mal, l'Europe se mêle de tas de choses qui ne la regardent pas. Mais ces défauts sont dérisoires par rapport à la nécessité d'une solidarité européenne face à la montée du continent asiatique et face aux dangers qui menacent l'Europe. On le voit avec l'Ukraine, on le voit avec ce qui se passe au Proche-Orient. On voit que la raison pour laquelle l'Europe a été construite, c'est-à-dire la paix,
la stabilité sur le continent européen, cette raison-là, elle est toujours d'actualité. Il y a toujours des menaces sur la paix, il y a toujours des menaces sur la stabilité. Et en plus, il y a une nouvelle menace qui est celle d'être déclassée par l'Asie sur le plan économique. La Chine va être à la fin de 2014 la première puissance économique du monde. On pensait que ce serait en 2020, ça va être en 2014. Et vous pensez que la Chine va se contenter d'être une grande puissance économique? Elle voudra devenir une grande puissance politique, elle voudra devenir une grande puissance militaire. Donc la question pour l'Europe, c'est est-ce que on se serre les coudes, on intègre les économies européennes, au moins dans la zone euro, on harmonise nos fiscalités, on se fixe des règles communes, on se fixe une politique monétaire, ce qui n'existe pas aujourd'hui, pour que la monnaie européenne soit un instrument de croissance, et on se bat contre nos adversaires qui sont les pays émergents. Oui, mais François Fillon, l'Europe, comment voulez-vous convaincre des citoyens qui ont voté contre en 2005, rappelez-vous, hein, ils ont rejeté le traité constitutionnel, et puis par un artifice, traité de Lisbonne, et ensuite le Parlement qui finalement a inversé le choix des citoyens français. Mais il faut dire aux citoyens français que si nous n'avions pas sauvé la monnaie européenne, on aurait eu une crise financière bancaire en 2008 qui n'aurait pas été résolue. Il faut dire à ceux qui aujourd'hui sont critiques sur le fonctionnement de l'Europe à juste titre qu'une rivalité demain entre la France et l'Allemagne, même si ça n'est qu'une rivalité économique, serait un désastre qui nous conduirait 50 ans en arrière. Il faut regarder ce qui est en train de se passer aux frontières de l'Europe, avec l'Ukraine, avec les tensions avec la Russie, avec les difficultés au Moyen-Orient. Est-ce que vraiment il y a aujourd'hui quelqu'un qui est convaincu que seule, avec 60 millions d'habitants, la France va être plus forte dans un monde de 7 milliards d'êtres humains, qu'elle va être plus forte pour résister à la montée de la puissance asiatique qui est en train de nous submerger sur tous les marchés? Qui peut penser ça un seul instant? Oui, mais la ratification parlementaire, vous l'avez voulu, François Hollande l'a voulu, Nicolas Sarkozy l'a voulu. Je ne crois pas que ça soit le sujet. En réalité, sauf que les Français n'ont pas oublié. Le sujet, non, mais le sujet, les Français, ils n'ont pas voté contre le traité européen, ils ont voté contre Jacques Chirac et sa majorité, à laquelle j'étais associé. Ce qui s'est passé aux dernières élections municipales, c'est quoi? C'est la même chose que le non au traité constitutionnel. C'est la même chose que notre défaite aux élections régionales de 2004. C'est la même chose que le 21 avril 2002 quand Le Pen est au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'à chaque élection, depuis maintenant 10 ans, à chaque fois que les Français en ont l'occasion, ils sanctionnent le pouvoir exécutif. Les Français vont sanctionner le pouvoir aux européennes, vous le pensez? Bien sûr, ils vont le sanctionner aux européennes, ils vont le sanctionner au cantonal, ils vont le sanctionner au régional. C'est d'ailleurs pour ça que M. Hollande repousse le projet. Simplement, si nous ne voulons pas demain nous trouver dans la même situation que la gauche aujourd'hui, il faut rompre avec cette habitude qui consiste à promettre des sornettes, à expliquer qu'avec un coup de baguette magique on va régler tous les problèmes, qu'il n'y a pas besoin d'efforts, qu'on peut garder les 35 heures, qu'on peut rester à la retraite à 62 ans alors que dans tous les autres pays européens on est à 65 ans. Il faut un vrai programme de vérité et il faut un choc. Je voudrais vous faire remarquer que ce choc a eu lieu dans tous les autres pays européens. La Grande-Bretagne a eu Madame Thatcher. Les Allemands ont eu Monsieur Schröder. Oui. Les Espagnols, Schröder, très discuté en Allemagne aujourd'hui pour ses liens avec Vladimir Poutine. Oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est vrai. Ce qui compte dans la vie d'un homme politique, c'est ce qu'il a fait. Et ce qu'a fait M. Schröder, c'est de sauver l'économie allemande. Les Espagnols ont eu ni Thatcher ni Schröder, mais ils ont eu une crise, la crise financière, qui fait que l'Europe les a obligés à faire des changements qui aujourd'hui leur redonnent un regain de croissance. Le seul pays qui depuis 30 ans n'a connu aucun choc, aucune rupture, c'est le nôtre. Alors, les amis de Nicolas Sarkozy le poussent à intervenir. Ça serait utile sur l'Europe? C'est toujours utile qu'une grande personnalité comme Nicolas Sarkozy, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps de Valéry Giscard d'Estaing, qui a occupé des fonctions aussi importantes, qui connaît parfaitement le fonctionnement de l'Europe, donne son avis sur ce sujet. Si le Front National arrive en tête aux européennes, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Certains le disent, François Fillon. Quelle est votre position? Je pense que la Ve République ne peut fonctionner que si le chef de l'État a la confiance populaire. Voilà. Et le général de Gaulle avait compris ça, puisque il remettait en cause en permanence sa légitimité à travers des référendums ou à travers les consultations.
En même temps, c'est pas à moi de dire au président de la République ce qu'il doit faire. Et par ailleurs, j'espère bien qu'on sera devant le Front National aux élections européennes et je fais tout pour. Et dès ce soir, je serai en meeting dans l'Ouest pour défendre notre liste aux élections européennes. Mais il est incontestable que la Ve République peut pas fonctionner durablement avec une base populaire aussi faible que celle qui soutient aujourd'hui le chef de l'État. Et donc la question de savoir comment, d'une façon ou d'une autre, le gouvernement devra retrouver une légitimité démocratique, cette question reste posée. Vous serez candidat aux primaires en 2016, François Fillon. Vous l'avez déjà dit. Est-ce que Nicolas Sarkozy doit l'être? Ah mais j'en sais rien, c'est son choix, c'est son problème, j'ai aucun commentaire à faire sur... candidat, est-ce qu'il doit passer par les primaires? C'est la règle que notre formation politique s'est donnée, et cette règle, elle a une justification. C'est l'importance du Front National et de l'extrême droite en France. Dans les institutions de la Ve République, il n'y a pas de primaire. Pourquoi il n'y a pas de primaire? Parce qu'il y a un premier tour. Et au fond, tout le monde peut se présenter au premier tour et les Français choisissent. C'est ça l'esprit des institutions. Simplement, il y a une nouveauté depuis quelques années, c'est la montée du Front National.